Salut toi. Bonne année 2026. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour mes... Attends. Pour mes Laurars 2025. Oui, si tu ne sais pas ce que c'est les Laurars, c'est genre les Oscars. Mais que de moi. Je suis la seule participante, c'est que moi et moi-même. Toute seule. C'est parti! Comme tu l'auras vu, j'ai avec moi ma palme de l'or, hein, qui ne me quitte pas à chacune de mes cérémonies des Laurars. C'est déjà la 3e. Et la première, c'était ma toute première vidéo de YouTube. Donc c'est aussi un petit peu mon anniversaire en tant que booktubeuse. Et ça, on aime, on adore. Bon anniversaire de moi! Mais bref, allons-y parce que sinon ça va durer 1000 ans. En 2025, j'ai lu 115 livres, ce qui équivaut à 46 255 pages. Et on commence tout de suite avec la première catégorie qui est le meilleur graphique. Et dans cette catégorie, les nommés sont Bonne Nuit Poum Poum, Le Cœur des Femmes, Death Note, Dr Stone, le 3e tome de la BD Elle, Full Metal Alchemist, La Naissance en BD et Watchmen. Et le gagnant dans cette catégorie est Bonne Nuit Poun Poun, écrit par Inio Asano et aux éditions Kana. Là, je te présente le tome 1, mais j'ai lu l'intégralité du manga. Et Bonne Nuit Poun Poun, c'est une pépite. Vraiment, j'adore. Il faut savoir qu'en plus, la compétition était rude, puisque franchement, Full Metal Alchemist, j'ai lu les 15 premiers tomes et j'aime beaucoup. Et Death Note, j'ai tout lu, j'aime beaucoup aussi. Donc vraiment, il y avait Watchmen aussi, enfin, il y avait de la compétition quand même. Mais Bonne Nuit Poun Poun, je crois que j'ai même pas hésité en vrai. Voilà, c'est un ovni. On nous parle de la condition humaine, de dépression, de rêves brisés, de comment trouver sa place dans cette société. Enfin, là, on est au Japon, mais c'est universel, de sexualité, d'enfance, de maternité, on parle de tellement de choses dans Bonne Nuit Poun Poun. On parle de tellement de choses en 12 tomes seulement. Et on nous parle de tout ça d'une façon... Parce que Bonne Nuit Poun Poun, si on voit pas très bien. Je pense que tu verras pas. En gros, Poun Poun, c'est, on dirait un petit canard. Voilà, hein. J'essaye de te montrer une image. Tu vois, lui, c'est Poun Poun. Il est représenté comme ça. Et au fur et à mesure de l'histoire, il est représenté je pense de la façon dont il se voit lui-même, parce que du coup, la représentation de Poun Poun change au fur et à mesure des tomes. La symbolique est vraiment top, par contre des fois, vraiment, t'es en mode tout simplement parce que Poun Poun, comme tu l'as vu, à certains moments c'est une espèce de canard pingouin, enfin je ne sais pas. Et il y a des fois où il fait du sexe, voilà, avec des humains, parce que tous les autres, à part sa famille, sont représentés par des êtres humains, et donc du coup c'est un peu dérangeant, en fait. Après, il faut vraiment que tu te dises dans ta tête, oui, mais Poun Poun est aussi un humain, c'est juste une représentation chelou, mais c'est un humain. Et attention, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, hein, vraiment, il y a énormément de trigger warning. Énormément. On suit Poun Poun de l'enfance à l'âge adulte, au fur et à mesure de tous ces tomes. Et en termes de dessin, j'aime beaucoup aussi. J'essaye de te montrer, voilà. Bonne Nuit Poun Poun, c'est une pépite et je parle beaucoup trop longtemps. Donc, bien évidemment que c'est lui qui a le Laurar du meilleur graphique à mes yeux. Dans la catégorie meilleur contempo, thriller, romance, tout ça, je mets en fait tout ce qui n'est pas SFFF dans une même catégorie parce que c'est ce que je lis le moins. Donc ça n'avait pas de sens de me faire plusieurs catégories séparées. Les nommés sont Les Aiguilles d'Or, Les Coquillages ne s'ouvrent qu'en été, The Girls, If We Were Villains, Loveless, Sauveur et Fils, tome 2, Les Sirènes de Malibu, Tout le bleu du ciel, Les Vrais Amours, Yellowface. Et les Laurars du meilleur contemporain, thriller, romance, etc. est attribué à Yellowface, écrit par Rebecca F. Kwang et aux éditions Ellipsis. June est ce qu'on pourrait appeler une autrice ratée. Elle a publié un livre, il a pas marché, elle était dans les fonds de catalogue, enfin voilà, personne n'en avait absolument rien faire d'elle. Sauf que June a une meilleure amie, hein, je mets des guillemets parce qu'elles font genre qu'elles sont meilleures amies, mais en fait je pense qu'elles peuvent pas se blairer l'une comme l'autre en fait. Elles traînent juste ensemble, genre comme ça. Et la meilleure amie de June, elle s'appelle Athena, et elle, c'est une autrice à succès. Et justement, on commence l'histoire alors que June est en train de fêter avec Athena le nouveau contrat d'Athena d'adaptation d'un de ses romans par Netflix. Sauf que... alors que ça devait être un très bon moment, Athena décède, voilà, hein, dans des circonstances qui moi personnellement m'ont créé un trauma, voilà. Maintenant je ferai attention lorsque je mangerai, voilà. Et June assiste à la mort d'Athena, et bien sûr elle appelle les secours, tout ça, mais le temps que les secours arrivent, son réflexe c'est d'aller fouiller chez sa pote, dont elle découvre le dernier manuscrit. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec ce manuscrit ? Je te le demande.
Comme toute personne sensée, est-ce que tu penses qu'elle va tout simplement soit rien en faire, soit le donner à sa famille, soit le publier au nom d'Athéna? Non, non, non. Elle va voler le manuscrit et le publier à son nom à elle, le nom de June. Et voilà comment commence notre histoire. Donc on suit un personnage qui est ce qu'on peut appeler une grosse connasse. Et c'est formidable parce que c'est un livre qui critique énormément de choses dans le monde de l'édition. Non seulement elle pique le manuscrit de sa pote, mais en plus de ça, elle est persuadée que sa pote réussit juste parce qu'elle est racisée. Dans les yeux de June, on peut réussir maintenant dans ce monde-là que quand on est racisé. C'est pas comme si dans la vraie vie, le pourcentage de livres qui sortent écrits par les personnes racisées est extrêmement faible, mais dans sa tête, c'est la seule raison qui explique le succès de sa pote. Dans sa tête, c'est une victime tout du long, alors qu'elle fait des choses de connasse, et dans sa tête, elle est légitime à les faire. Et en vrai, on critique le milieu de l'édition, mais on critique les auteurs. Même Athéna n'est pas sans défaut, c'est pas non plus un personnage hyper gentil, j'ai pas tellement envie non plus d'être l'amie d'Athéna. On critique les influenceurs, on parle notamment de harcèlement, on parle de plein de choses, et c'est formidable, je trouve, d'avoir pu parler de tout ça dans un si petit livre, c'est pas une grosse masse, tu vois. Donc moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Je ne le conseille pas forcément non plus à tout le monde. Je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient vraiment penser que June a raison. Ça pourrait peut-être alimenter le racisme de certaines personnes, ça critique énormément de choses, et ça reste divertissant. Ça reste divertissant parce que c'est un petit peu un bail thriller, c'est-à-dire que tout le long, tu vas te demander si June va réussir à s'en sortir avec son mensonge ou pas, tu vois. Donc si elle va être démasquée, si on va savoir qu'elle a volé le manuscrit, ou si elle va continuer à se faire des pépettes sur le dos de sa pote morte. Tous les aspects du livre sont très bien, vraiment, moi c'est une lecture que j'ai adorée, je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais là t'es diverti, ça marche très bien. Mais pas que. Et c'est ce que j'aime avec R.F. Kuang, parce que Babel, qui était un de mes coups de cœur de l'année précédente, c'était pareil, t'étais diverti, mais pas que. Dans la catégorie meilleur one-shot de SFFF, les nominés sont Circé, Dans la vie des pantins, Le dernier lion d'Albâtre, Elvira, Les flammes de la nuit, Lever de soleil sur la moisson, Le livre de Phénix, La maison au milieu de la mer céruléenne, Perséphone, La vie invisible d'Adi Larue. Et le Laurard du meilleur one-shot est attribué à... bien évidemment, Lever de soleil sur la moisson, qui fait partie de la saga Hunger Games, mais que je mets quand même dans One Shot, tout simplement parce que les tomes compagnons, je les mets à chaque fois dans les One Shots, parce que je considère les tomes compagnons comme des One Shots. Pour moi, ils peuvent être lus indépendamment de la saga. Bien évidemment que ça allait être ça. Je vais pas en parler pendant 300 ans parce que tout le monde en a parlé, Hunger Games, c'est une saga que j'aime d'amour. Je préfère tous les tomes de la saga principale à celui-ci. Tous. Et notamment parce que j'ai trouvé celui-là un petit peu redondant. Notamment avec le tome 1, dans le sens où c'est la même construction, tu suis Mitch, au début dans le district 12, puis la préparation des jeux, puis les jeux. Tu connais déjà comment ça va se finir les jeux des Mitch, quand t'as lu la saga. Il y a quand même un intérêt à lire ça malgré tout, t'as plein de choses qui sont rajoutées, plein de détails, plein de choses que tu croyais savoir, et en fait peut-être pas. J'aime beaucoup le personnage de Mitch, malgré le fait que je préfère le personnage de Katniss, parce que je trouve que le personnage de Katniss, on était plus sur un personnage... Pour moi, elle a pas l'étoffe d'une héroïne à la base, et elle le devient. Alors que Mitch, pour moi, il l'a déjà un petit peu. C'est vraiment moi ce que j'ai ressenti. Ce qui fait que je l'aime un petit peu moins, mais je l'adore malgré tout. On en apprend encore plus sur le Capitole dans celui-ci que dans la saga principale, et ça fait froid dans le dos, ce qu'on apprend. Est-ce que ce livre était nécessaire? Vraiment pas, mais il était quand même très plaisant. Je suis très contente de l'avoir découvert. Il m'a fait verser ma petite larme, comme chacun des tomes des Hunger Games. Enfin, surtout le tome 3. Voilà, le tome 3... j'ai beaucoup pleuré. Et je pleure pas facilement en lisant un livre, vraiment. Et en plus, j'avais déjà vu les films, donc je savais ce qui allait se passer, mais... moi, je préfère largement les livres par rapport aux films. Dans la catégorie meilleur premier tome de saga de SFFF, les nommés sont La vengeance de la dame, le premier tome des 12 d'Aristar, de Bonne Season, L'ivresse de la guerre, le premier tome de La guerre des cœurs égarés, Celle qui devint le soleil, Le chant de la reine Corbeau, le premier tome de La guerre des ombres, le premier tome de Magic Charlie, L'apprenti, le premier tome de La mémoire des eaux, Le dragon et l'oiseau, le premier tome d'Oraison, le premier tome de Persona, La princesse sans visage, le premier tome des royaumes immobiles. Et le Laurard du meilleur premier tome de saga de SFFF est attribué à Joker. J'étais incapable de me décider. Et à la base, je voulais te mettre avec quoi j'hésitais, parce que du coup, il y a quand même pas tous les nommés qui rentrent dedans. Il y a, je crois, 4 livres.
4 livres où j'étais incapable de départager. Et en fait, ils vont être tous les 4 dans mon top général que je vais te faire à la fin. Du coup, je vais t'en parler à ce moment-là. Et je vais te rappeler que normalement, ouais, ils étaient dans les premiers tomes de saga que j'ai le plus aimé. Parce que là, ça n'a aucun sens, tu vois. Je sais pas quoi choisir. Dans la catégorie meilleure suite de saga, les nominés sont le tome 2 d'Angélion, Iron Flame, qui est le tome 2 de la saga The Empyrean, le tome 2 de Magic Charlie et le tome 3 des mondes des Willan, les tentacules du mal, le tome 2 d'Oraison, le tome 2 du chant des déesses, le tome 4 de la passe miroir, le tome 2 de Sikuran écarlate, Sunbringer, le tome 2 de la saga de Fallen Gods, le tome 2 de Vampiria, le tome 2 de La ville sans vent. Et les le rare de la meilleure suite de saga est attribué à le tome 4 de La passe miroir, écrit par Christelle Dabos. J'ai adoré. Je sais qu'il a pas fait l'unanimité, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont pas aimé, qui ont été déçus de la fin. C'est pas mon cas. Je vois pas comment on aurait pu finir autrement que comme ça. C'est pas la fin que j'adore le plus dans ce livre-là, c'est le côté qu'on est vraiment dans l'introspection d'Ophélie. On est dans la quête de soi. Qui suis-je? Voilà, c'est une question qui revient tout du long. Pour moi, on parle aussi de dépression, on parle de se chercher. Je sais pas comment décrire ce tome-là. Je l'ai vraiment adoré. Je le trouve fascinant. Voilà, je le trouve fascinant. Je sais pas si c'est mon tome préféré parce que le tome 1 et le tome 2, je les avais adorés aussi. Je saurais pas classer. Je sais juste que le 3, c'est celui que j'ai le moins aimé. Pour moi, c'est formidable. Dans la catégorie meilleure saga, les nommés sont Blackwater, de sang, d'écume et de glace, les mondes des Willan, Oraison, la passe miroir, Sikuran écarlate, Steam Sailors, la ville sans vent. Et le rare de la meilleure saga est attribué à la passe miroir, bien évidemment. Est-ce qu'il y avait vraiment un vrai suspense? Non, je vais pas en parler pendant 300 ans. Moi, j'ai adoré tous les tomes de la saga. Je trouve que c'est une saga vraiment formidable. La plume est magnifique. Quand tu lis, t'as l'impression que l'univers est palpable, tu vois, qu'il est vrai, qu'il existe et qu'il y a un milliard de choses à découvrir. L'univers de fantasy est très féerique, t'as envie d'y être. Malgré le fait que les conditions soient pas ouf non plus, hein. Il y a plein de choses qui se passent mal. Il y a plein de choses, il y a une enquête, il y a des personnages qui sont vrais aussi, voilà. Ophélie, c'est pas l'héroïne badass qu'on a l'habitude de voir. Voilà, c'est formidable, la passe miroir. Et maintenant, on va passer sur les 2 catégories superficielles. On commence avec la plus belle couverture. Et les nommés sont le 6e tome de Blackwater, les braises de la guerre, Elvira, God Killer, le livre maudit d'Azraël, la mémoire des eaux, le tome 3 de 200 d'écume et de glace, la princesse sans visage, le tome 2 de Sikuran écarlate, la vie invisible d'Adilaru. Et le rare de la plus belle couverture est attribué à Les braises de la guerre, écrit par Carissa Brockbent et aux éditions Bookmark. Et cette magnifique couverture a été illustrée par Inayon. En fait, c'était très dur de choisir, mais j'ai choisi Les braises de la guerre parce que, enfin, je sais pas. Moi, j'adore les couvertures avec les personnages, hein. Je sais que ça fait pas l'unanimité, mais ouais, je la trouve très belle. Donc moi, j'ai pris la jaquette pour avoir la couverture. Je la trouve extrêmement belle. Voilà, je te laisse profiter de la beauté du truc. Voilà, et puis ça brille, et moi j'aime quand ça brille. Dans la catégorie plus bel objet livre, les nommés sont Blanche-Neige et autres contes de Grimm. Le premier tome de The Bone Season. God Killer. Sunbringer. La maison au milieu de la mer céruléenne. Nightbane. Un pacte avec le roi elfe. La vie invisible d'Adilaru. Les braises de la guerre. Le livre maudit d'Azraël.
Et le Laurard du plus bel objet livre est attribué à Blanche-Neige et autres contes de Grimm. Mais il y a un deuxième parce que du coup pour moi les Minalima c'est hors compétition. Donc on va prendre aussi un autre livre. Juste la matière là, juste la matière j'adore. Voilà. La matière est sublime. Et en plus de ça, bien sûr, à l'intérieur, le travail est formidable. Les Minalima, tu peux pas tester. Donc, si on enlève Minalima, voilà, ça n'existe plus. Le Laurard est attribué à Godkiller. Je trouve que c'est vraiment le plus bel objet livre que j'ai lu en 2025. Je te le montre. Voilà, regarde-moi cette beauté. Oh, et ce Jaspage, ma foi, il est splendide. D'abord, je te montre son arrière, très beau derrière. Déshabillons un petit peu le livre pour voir ce qui se cache sous les vêtements. Voilà ce qui se cache sous les vêtements. J'aime quand ça brille. Oh waouh, vraiment un livre de toute beauté. Et pour ne rien gâcher, sous la jaquette se trouve une très belle carte. Voilà, pour moi, le plus bel objet livre, c'est Godkiller. On va passer à la catégorie meilleur personnage. Et les nommés sont Andrea dans Persona, Charlie dans Magic Charlie, Elion dans La mémoire des eaux, Emmett dans Lever de soleil sur la moisson, June dans Yellowface, Kissen dans Godkiller, Ophélie dans La passe miroir, Paige dans The Bonnes Seasons, Tarisai dans Les 12 d'Aristar, Zuchongba dans Celle qui devint le soleil. Et le Laurard du meilleur personnage est attribué à... voilà, je suis incapable de choisir. Les deux qui me sont venus à l'esprit en priorité, c'est Elion et Ophélie. Mais Tarisai et Zuchongba et Emmett. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, moi? Aucune idée. Donc là, on triche, c'est tout le monde. On va passer maintenant à la catégorie meilleure plume. Alors là, il n'y a même pas de nommés, en fait, parce que c'était une évidence. J'allais te faire la liste des nommés en me disant, attends, parce qu'il y a quand même plein de pulls que j'ai bien aimés, hein, attention. Mais pour moi, c'était vraiment une évidence, c'est Christelle Labos. Voilà, je suis amoureuse de la plume de Christelle Labos. Donc Christelle Labos, l'autrice de La passe miroir, j'aime d'amour sa plume. J'étais là, mais non, genre en fait je vais réfléchir 300 ans sur une liste de nommés, alors qu'il y a vraiment un nom qui me vient à l'esprit. Christelle Labos, j'aime sa plume et j'ai très hâte de lire. Je sais que ça a eu beaucoup moins de succès, hein. C'est deux one-shot qu'elle a écrit après La passe miroir, mais moi j'ai très hâte de lire parce que une plume incroyable, donc même si l'intrigue me prend pas autant que La passe miroir, je suis sûre que je vais être tout autant amoureuse de sa plume, encore et toujours. Je vais quand même dire que j'adore aussi la plume d'Audrey Alouette dans Magic Charlie. La plume également de Chloé Gong dans Ses plaisirs violents, qui a quand même réussi le truc hyper fort, de faire en sorte que, malgré le fait que j'étais pas hyper hypée par l'intrigue, ni l'enquête, ni la relation amoureuse, et ben j'ai quand même apprécié ma lecture, parce que la plume. Il faut savoir qu'il y a énormément de plumes que j'ai appréciées, mais vraiment, Christelle Labos, voilà. Et enfin, on passe à la dernière catégorie qui est en gros mes favoris de l'année 2025. Toutes catégories confondues, mais uniquement en SFFF. Voilà, je vais pas mettre Yellowface ni Bonne Nuit Poun Poun par exemple dedans. Par contre, il y a absolument aucun ordre. Je prends le livre qui va être le plus simple pour moi d'attraper, c'est tout. Aucun ordre, mais tu vas avoir mes 15 livres préférés de l'année 2025. On va commencer, comme ça va aller très très vite, par deux tomes dont je t'ai déjà parlé, donc je vais rien dire d'autre. Donc c'est-à-dire le préquel d'Hunger Games et le 4e tome de La passe miroir. Je t'en ai déjà parlé, donc très vite, tu les as vus, ça fait partie de mon top de cette année. Ensuite, bah écoute, je vais te parler des premiers tomes de saga que j'étais incapable de départager, voilà, comme ça, c'est fait. Et donc, il y avait le premier tome de Persona écrit par Yelena, dans lequel on suit Andrea, qui a la possibilité de changer de visage. Il a ce qu'on appelle le don de Persona. Parce qu'on est dans un monde dans lequel les gens ont des dons, notamment les enfants, puisque les dons ne sont pas très appréciés, et donc à partir d'un certain âge, on essaye de les brider, si tu veux. Et nous, on suit Andrea, qui est dans un espèce d'orphelinat, et qui, pour gagner un peu d'argent poche, on va dire, fait de temps en temps des missions, du coup, grâce à son don pour les gens riches, voilà, et il va être envoyé dans une mission un petit peu particulière. C'est un livre jeunesse personnel, mais il est formidable, notamment parce qu'on suit des personnages atypiques, notamment le personnage d'Andrea qui est non-binaire, notamment d'autres personnages qui ont ce qu'on peut rapprocher d'un trouble du spectre autistique, donc il y a vraiment une palette de personnages hyper intéressante. Il y a de l'amitié, il y a une espèce d'enquête, il y a un monde qui a l'air hyper vaste, j'ai très hâte de lire la suite. Persona, je vous conseille énormément. Si tu aimes les livres jeunesse, on est sur un livre jeunesse de très très bonne qualité. Mais j'étais incapable de départager en termes de
meilleur premier tome de saga, avec le premier tome d'Aristar, La vengeance de la dame, écrit par Jordan Ifueko et aux éditions Nat. On suit Tarisai qui n'a pas de chance dans la vie parce qu'en fait sa maman l'a conçue uniquement dans un seul but, c'est-à-dire qu'elle l'a conçue pour aller tuer le fils de l'empereur. Elle l'a conçue que dans ce but-là, et en gros elle a, la maman, hein, pas Tarisai, a forniqué avec un espèce de génie, du coup sa fille est à demi génie, à demi humaine, et elle est obligée donc d'exaucer les vœux de sa maman. Et bien évidemment, un des vœux de sa maman, c'est de tuer le fils de l'empereur, sauf que le problème c'est que Tarisai, elle a pas du tout envie, pas du tout, parce qu'en fait elle aime bien le fils de l'empereur, hein, ils se lient d'amitié, tout ça, ils sont copains, donc elle a pas envie. Comment faire si tu as été quand même prédestiné à faire ça, comment tu luttes contre ta nature profonde. C'est aussi du jeunesse, et c'est formidable, je trouve que c'est assez original, qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire ce type de livre. J'adore le personnage de Tarisai, pareil, c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir, et c'est hyper agréable, hyper rafraîchissant, j'ai très hâte de lire le tome 2, je conseille. Mais impossible pour moi de départager avec le premier tome de The Bone Season, écrit par Samantha Shannon. Par contre, je l'ai lu il y a un moment, donc pour t'en faire un résumé, parce que c'est pas si évident, on suit Paige qui a un don qui est lié au rêve, si je dis pas de conneries. Dans cet univers-là, elle est considérée comme une anormale, parce que toutes les personnes qui ont des dons sont traquées, enfin, c'est des marginaux, on les aime pas, voilà, on leur crache à la figure. Et donc, comme elle est dans ce monde-là, elle décide d'aller dans une espèce d'organisation mafieuse, là, de marginaux, tout simplement parce que c'est le seul endroit où on l'accepte telle qu'elle est. Donc je comprends très bien qu'elle préfère appartenir à ça que d'aller faire autre chose dans la société, puisque on lui crache dessus, hein, comme je le rappelle. Donc, elle fait partie de cette organisation, sauf qu'un jour, elle va être emprisonnée, et on va l'envoyer dans un espèce de camp avec plein d'anormaux qui sont exploités. C'est sûrement très mal résumé, mais c'est un mélange entre dystopie et fantasy, et c'est très bien fait. Moi, Samantha Shannon, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, même si j'ai préféré, je pense, quand même, Le Prieuré de l'Oranger à ce premier tome, j'aime beaucoup. Je trouve que tu retrouves des choses que t'as déjà vues, et d'un autre côté, il y a quand même des choses qui sont originales, t'as quand même une critique de la société, t'as quand même des personnages qui sont très intéressants, c'est très bien. Le premier tome du The Bone Season, je le conseille. Et pourtant, je n'ai pas réussi à départager avec Celle qui devint le soleil, écrit par Shelley Parker-Chan. Ici, on suit Zhu Chongba, qui est une petite fille qui vit avec son père et son frère, et en fait, elle est considérée comme de la merde. Voilà, hein, c'est une moins que rien. C'est-à-dire que même ils vont en sortie familiale voir un espèce d'oracle. L'oracle regarde son frère et dit « Tu seras grand, hein, tu seras le soleil, tu seras immense, enfin voilà, c'est ta destinée, petit enfant. » Et ce même oracle regarde Zhu Chongba, au départ il s'en fout hein, de Zhu Chongba, mais elle-même elle est là « Et moi, et moi, et moi ?» Et l'oracle la regarde, toi tu seras rien. Voilà, rien plus bas que terre, tu es une merde. Voilà. Il dit pas les choses exactement comme ça, mais c'est tout à fait ce qu'on ressent. D'ailleurs, j'ai dit qu'on suit Zhu Chongba. Pas du tout, on suit la fille, voilà, elle est appelée la fille au début. Hein. Et donc la fille en mode ouais, je serai rien, elle rumine, et sauf que sa petite famille est attaquée par des malotrus qui tuent son papa et son frère. Donc elle ne comprend pas, elle est en mode mais... Enfin moi on m'a dit que il allait avoir une destinée formidable et que je ne serais à rien du tout. Et à ce moment-là, elle prend la décision de prendre l'identité de son frère et de devenir le soleil. C'est son but dans la vie. C'est formidable, j'aime beaucoup. C'est de la fantasy adulte, enfin... Oui, moi pour moi on est limite adulte, young adulte. C'est pas de la fantasy où il y a beaucoup de magie. Il y a très peu de magie, il y en a... C'est là, pour dire que c'est là, mais il y en a pas beaucoup. C'est surtout de la politique, voilà, des complots politiques, des batailles, c'est vachement bien, surtout pour les personnages. Notamment celui de Zhu Chongba qui est moine, voilà, c'est pas si souvent qu'on suit des moines, notamment une moine, même si elle se fait passer pour un mec. Mais on suit aussi un personnage de nuque, on suit une meuf qu'on aime bien aussi. Enfin voilà, on suit une palette de personnages hyper agréables à suivre. Enfin quand je dis agréable, c'est des personnages moraligrés, hein, tu vois. C'est pas, y a personne qui est très bon. Chacun a son propre objectif dans la vie et veut tout faire pour l'obtenir. Voilà. Et c'est vachement bien, et j'ai très hâte de lire la suite. J'ai oublié de préciser que ça se passe en Chine en 1340, je crois.
En 1345, ça se passe en Chine, bien sûr c'est de la fantasy comme j'ai dit, donc c'est une Chine qui n'a pas vraiment existé. C'est limite de la fantasy historique. L'inspiration, c'est pas tout à fait comme ça que c'était, mais je n'ai absolument pas pu départager avec le premier tome de La Mémoire des Eaux, écrit par Margot Louten, qui est, ma foi, très sympathique aussi. On y suit Azaela qui retrouve le cadavre de ses deux papas, et elle veut savoir qui a fait ça, tu vois, elle est colère, c'est normal, et elle va faire appel au doux d'un mec qu'on appelle un compteur d'os, qui est capable de lire dans les os des cadavres leur passé. Elle, Azaela, ce qui l'intéresse à la base, c'est juste de savoir qui a tué ses pères, mais le compteur d'os, lui, est en mode, non, moi je veux voir toute la vie de tes papas, c'est important, parce que c'est quand même des personnages très importants dans l'histoire, avec un grand H de cet univers-là, puisqu'ils sont ce qu'on a appelé le dragon et l'oiseau, donc ils sont importants, et donc on suit surtout, du coup, la vie tout entière, hein, la vie, la mort du dragon et de l'oiseau. C'est formidable, voilà, La Mémoire des Eaux, c'est formidable. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est vraiment le personnage d'Elion que j'aime beaucoup, qui est pas quelqu'un de bien, voilà, qui a littéralement des ombres qui sont sans arrêt en train de lui ordonner de tuer des gens. Il doit lutter contre ces ombres et les pulsions de violence qu'elle crée en lui. Il doit aussi lutter pour la passion qu'il a pour son chéri. Enfin, voilà, le personnage d'Elion, c'est vraiment le personnage qui m'a marqué, mais j'aime tous les personnages, voilà, j'aime tous les personnages. Le premier tome de La Mémoire des Eaux est vraiment super, et j'ai très hâte de lire la suite. L'univers est assez fourni aussi, on y suit des dragons, des elfes, mais on revisite tout ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une image 100% bonne des elfes, il y a une espèce de guerre entre elfes et humains. On n'a pas l'espèce d'image auréolée des elfes, tu vois, comme tu peux voir sur la couverture, on voit un elfe qui est Leon d'ailleurs, et ben il y a du sang, hein, beaucoup de sang. Il y a beaucoup de sang, beaucoup de trigger warning, voilà, il y a du sang, hein, ça saigne, hein, dans cette histoire-là. Il y a la représentation, puisqu'on y suit aussi une histoire d'amour entre deux hommes. Que demander plus? Et le premier tome de saga que j'ai adoré en 2025, c'est le premier tome de Magic Charlie. On revient sur de la jeunesse et on est sur celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Light. C'est-à-dire qu'on y suit Charlie, qui est un petit garçon tout mignon au tout début, et il fait de la pâtisserie avec sa grand-mère, sauf que tout d'un coup, sa grand-mère pète un câble et lui dit Charlie, je ne veux plus jamais te voir de ma vie. Alors que tout se passait bien, hein, voilà. Donc on retrouve Charlie quelques années plus tard, il a désormais 14 ans, sa grand-mère a disparu tout ce temps, je crois que ça équivaut à 5 années, et on l'a retrouvée, sauf que elle avait perdu toute sa mémoire. De là, Charlie va essayer de comprendre pourquoi sa grand-mère a perdu la mémoire, et il va se retrouver mêlé dans des bails de sorciers. Mais ici, c'est appelé magicier. Voilà, c'est trop bien, Magic Charlie. La plume d'Audrey Alouette, j'adore, vraiment, j'aime beaucoup la plume. J'aime beaucoup le personnage de Charlie, qui est tout simplement un personnage auquel on a envie de faire des câlins, hein, tout le temps. Il est adorable. J'aime les personnages secondaires, notamment sa meilleure amie, je l'aime beaucoup. Bref, j'aime les personnages, j'aime l'inventivité au niveau de l'univers, c'est-à-dire que tu vas avoir énormément de jeux de mots qui vont être matérialisés dans ce truc-là. Le système de magie est intéressant, c'est-à-dire que là tu n'as pas de la magie à foison, c'est-à-dire que ta magie est rationnée, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant le fait que quand tu fais de la magie, il se passe des choses dans l'environnement, je trouve qu'il y a plein de questions hyper intéressantes abordées. Je crois que la madame n'aime pas beaucoup la police, vu comme certains personnages qui font très grandement penser à la police sont abordés. Oui, je pense qu'elle les aime pas beaucoup. En plus de ça, c'est du jeunesse et tu parles quand même d'un truc hyper surprenant. Voilà, t'as un truc hyper surprenant qui se passe à un moment donné dans ce livre-là. Au milieu de tout le reste qui fait vachement jeunesse pour le coup, t'as ce truc et c'est trop bien. Voilà, j'adore Magic Charlie. J'ai lu aussi le tome 2, que j'ai trouvé également formidable, même si j'ai une préférence pour le tome 1. Je le compte pas dans mes 15 livres préférés de 2025, mais parce que j'avais pas envie de mettre un tome 1 et un tome 2, mais j'aurais très bien pu te mettre le tome 2 aussi, parce qu'il est vachement bien également. Et j'en ai fini sur tous les tomes 1 que j'ai adoré, du coup, que je savais pas, enfin, quel était le lorard du meilleur tome 1, parce qu'il y avait tous ces tomes 1 que j'ai juste adoré. Donc je vais te parler d'un tome 2, bon pour le coup, pour moi, les suites de saga, il y avait une évidence, mais j'ai aussi adoré le tome 2 d'Angélion. Comme c'est un tome 2, je ne vais pas vraiment t'en faire un résumé. En plus de ça, ça fait longtemps que j'ai lu à la fois le tome 1 et le tome 2, donc en fait je serais bien incapable de faire un résumé correct. Je vais juste te dire qu'on est sur ce type de saga dans lequel le tome 2 est 1000 fois mieux que le tome 1. J'avais déjà beaucoup aimé le tome 1, je crois qu'il était même déjà dans mon top de l'année précédente, le tome 1. Le tome 2, au-dessus.
très très au-dessus, dans le sens où dans le tome 1, il y avait quand même un truc que moi je trouvais personnellement assez manichéen, avec un méchant très très méchant. Là, on est toujours avec un méchant très très méchant, mais on comprend un petit peu plus ses motivations, même si on ne les excuse pas. C'est quand même de la merde, monsieur, hein, quelles que soient tes motivations. En termes d'intrigue, on est vraiment pris du début à la fin, hein, on est vraiment en haleine tout du long. Les personnages, ils sont attachants, on les aime beaucoup. Il y a un espèce de peuple qui a un fonctionnement très étrange, c'est très appréciable. Enfin bref, je peux pas en dire trop parce que c'est un tome 2, donc on va être très bref, mais je conseille vraiment le deuxième tome d'Angélion. Si jamais tu as lu le tome 1 et que tu t'es dit ouais, finalement je vais peut-être pas continuer, continue. Voilà, crois-moi, continue. C'est mon conseil, continue, si jamais tu t'es arrêté. Le palais de Lys de Claire-Nord, qui est la suite de Pénélope Remdi-Tak. C'est vachement bien. Je sais pas quoi te dire parce que j'en ai plus grand souvenir, mais je sais que j'avais beaucoup ri, que j'avais beaucoup aimé, et qu'on suivait, comme dans le tome 1, Pénélope, et qu'il y avait le roi Ménélas qui arrivait, qui était en mode... je m'invite sur ta terre, mais en fait, globalement, c'était une espèce de façon joviale de dire qu'il les envahissait. Voilà, on te le vend très mal, mais c'était une lecture très sympathique, très très agréable, j'ai beaucoup aimé. Sinon, ce ne serait pas dans mes favoris de 2025. Ensuite, dans mes lectures préférées de 2025, tu as l'intégrale d'Oraison, écrit par Samantha Bailey. On y suit 3 sœurs, en fait 2, parce que dès le début de l'histoire, t'as une des 3 sœurs qui décède, voilà, qui a 14 ans et qui décède dans d'atroces souffrances. Et cet événement va créer chez ses sœurs l'envie de savoir pourquoi elle est morte, tout simplement. Une de ses sœurs était envoyée dans un pensionnat, et elle va se servir du fait qu'elle est proche de certains clans qui sont potentiellement responsables de la mort de sa sœur pour enquêter dans ces clans-là, alors que son autre sœur, Nouni, est oraisonnière. Et oraisonnière, c'est quoi? C'est en gros, c'est une sorte de prêtresse en fait. C'est-à-dire qu'elle anime des cérémonies pour faire passer les défunts dans l'au-delà et aller se réincarner. Et elle, Nouni, va être prise dans une autre aventure, c'est-à-dire qu'elle va essayer de découvrir les secrets de l'oraison. C'est très très mal résumé, j'essaye de te résumer ça très vite et du coup c'est mal fait, mais c'est vachement bien. C'est pas du tout récent, hein, je crois que c'est sorti en 2013, un truc comme ça. Faut savoir que le tome 1, je l'ai lu, bon, j'ai trouvé que l'univers était cool. L'univers était vachement sympa, ça se lisait, mais j'étais pas encore emportée et je trouve que le tome 2, comme Angélion, tu vois, il y a un gap entre le tome 1 et le tome 2, et le tome 2, je le trouve formidable. Moi personnellement ça me fait beaucoup penser à du Brandon Sanderson. Au niveau de l'univers est très 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 fourni, très large. T'as des complots, t'as des enquêtes, t'as de la trahison, t'as des trigger warnings, t'as des dénonciations notamment au point de vue des violences t'as des personnages hyper complexes, t'as des situations hyper complexes. Et pourtant ça se lit facilement, ça se lit très très facilement. C'est pas compliqué dans la plume, c'est très bien. C'est pas de la romantasy du tout. T'as plusieurs romances, mais alors, enfin c'est pas important, c'est pas ce qui compte, c'est vraiment de la fantasy. J'ai trouvé ça appréciable parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu dans un monde, moi j'aime la romantasy mais j'aime avant tout la fantasy. On est sur la fin et j'aimerais te parler de La maison au milieu de la mer céruléenne, écrit par TJ Klune. On y suit Linus Baker qui est bien confortable dans sa petite vie de bureau un peu de merde, voilà. Quand un jour t'as des gens qui arrivent, tes supérieurs, qui lui disent Linus, on va te confier une mission un peu spéciale. Ça fait chier un peu Linus parce que lui il est en mode moi j'aime bien ce que je fais, ça fait 20 ans que je fais ça, je suis vachement bien dans mon truc, mais il accepte quand même parce qu'en fait il a pas tellement le choix. Il est obligé. Il travaille dans une société qui s'occupe d'enfants particuliers, c'est-à-dire qu'il va à la rencontre de ces enfants et il va observer s'ils sont bien traités. Voilà, globalement. Et donc ses supérieurs vont l'envoyer sur une île dans laquelle tu as une maison qui est isolée, parce que dans cette maison, il y a des enfants particuliers, comme Linus a l'habitude, mais ils sont encore plus particuliers, c'est-à-dire qu'on a peut-être de véritables petits monstres. C'est de la cosy par excellence. Il faut savoir que TJ Klune, l'année dernière, c'était vraiment... Enfin, la saga du clan Bennett, c'était une... Enfin voilà, toujours maintenant, je pense que c'est une de mes sagas préférées ever. La maison au milieu de la mer céruléenne, j'en avais beaucoup entendu parler, plus qu'encore que la saga Bennett, tu vois, j'ai l'impression que les gens ont préféré, moi j'ai beaucoup moins aimé, voilà. Mais ça reste quand même dans mes meilleures lectures de 2025, parce que malgré tout, en termes de cozy fantasy, c'est très cool, c'est très sympa. Le personnage de Linus, on s'y attache, on s'attache aussi au personnage d'Arthur, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est le directeur du pensionnat avec les enfants particuliers. On s'attache à chacun des enfants, c'est très cosy, par contre, voilà, je l'ai dit plein de fois, hein, le mot, c'est de la cozy fantasy,
fantaisie, donc ne t'attends pas à ce qu'il y ait 1 milliard d'actions. Il se passe quasiment rien. Dans tout ça, là, tout ce livre, il se passe quasiment rien. Mais c'est doudou. Malgré le fait que ce soit doudou, on parle quand même de discrimination, on parle quand même de... Enfin, il y a plein de sujets qui sont quand même abordés, de sujets de société, mais tu vas te faire chier si t'aimes pas la cozy fantasy, hein, vraiment. C'est pas contemplatif ici on est plus sur du doudou. Voilà, c'est une ambiance, t'as envie d'être sous le plaid et de faire des câbles. Si tu veux effectivement 1 milliard d'actions dans ton intrigue, une intrigue hyper développée, c'est pas dans la maison au milieu de la cérémonie que tu vas la trouver, hein, vraiment pas. Je cherche pas là-dedans, c'est pas là. Mais si tu veux un truc qui parle de tolérance, par contre, oui, La vie invisible d'Adi Larue, écrit par Viu Choi. J'ai en soi beaucoup aimé ce côté contemplatif, moi j'aime bien, ces questionnements sur la vie éternelle. Ah, parce que, attends, je ne t'ai pas parlé du résumé. On est dans les années 1700 et quelques, on y suit du coup Adi qui est en mode « je suis une femme, je ne peux rien faire de marquant dans ma vie ». Et elle rencontre le diable, voilà, hein, ni plus ni moins, et elle décide de passer un pacte avec lui, à savoir qu'elle peut avoir tout le temps du monde pour pouvoir réaliser de grandes choses, et le diable accepte, mais en contrepartie, il lui dit « ok, par contre, personne, absolument personne ne se souviendra de toi ». Et nous, on suit Adi sur plusieurs époques, donc cette époque-là, au début de ce pacte, on suit sa vie au milieu, et on suit aussi sa vie de nos jours, où elle va rencontrer un mec qui, au grand bonheur d'Adi, va se souvenir d'Adi quand il va la revoir pour la seconde fois. Oui, donc je disais, ça a un côté très contemplatif, c'est une bricasse, il se passe pas énormément de choses, c'est très lent, ça ne plaira pas à tout le monde, même si je sais aussi que ça a été coup de cœur pour beaucoup de personnes, mais moi j'ai beaucoup aimé le truc d'introspection sur cette espèce de truc de vie éternelle, sur est-ce qu'elle va regretter son pacte, pas regretter son pacte. L'histoire d'amour aussi m'a plu, même si bon, moi tu sais, mon petit cœur de pierre, j'ai pas non plus été transcendée par l'histoire d'amour, reste que c'était agréable à suivre. Je conseille La vie invisible d'Adi Larue, mais pas à tout le monde. Si tu veux un truc où il y a beaucoup d'action, tu vois, par exemple, ça va te plaire. Ça va vraiment pas te plaire. Enfin, je crois que c'est le dernier, Les flammes de la nuit de Michel Pagel. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il se retrouve dans mes favoris. Et pourtant, on y suit Rowena, qui est une princesse, et quand elle est née, il y a des fées qui sont venues sur son berceau et qui ont dit, en gros, qu'elle allait être débile comme toutes les femmes. Voilà. Sauf que, en fait, ça ne se passe pas comme prévu, puisqu'il finalement, elle a un cerveau et elle réfléchit. Et dès l'enfance, on se rend compte qu'elle est plus curieuse que les autres femmes et plus intelligente aussi. Grâce à ça, elle va lire de femmes qui lit et elle va se découvrir grâce à des bouquins, des pouvoirs magiques qui vont peut-être faire en sorte qu'elle puisse changer les choses dans sa société à elle, qui est une société dans laquelle les choses sont telles qu'elles sont et ne sont jamais remises en question parce que ça a toujours été comme ça et que les gens ne voient pas pourquoi ça changerait. Alors qu'on est bien dans une société de merde. C'est hyper cool parce que du coup, pour moi, on est dans une espèce de satire, c'est-à-dire que c'est drôle, en même temps c'est violent, en même temps t'as des personnages que tu suis depuis un moment qui meurent sans aucun problème, en même temps tu es pris avec tes personnages, en même temps tu critiques la société parce que bien sûr il y a plein de métaphores qui sont faites, il y a plein de rapprochements qui sont faits avec la société d'aujourd'hui, même si on nous parle d'une société complètement inventée, et qui est plus inspirée de l'époque médiévale, malgré tout. C'était vraiment une bonne surprise, parce qu'en fait, je m'attendais à rien. Je pensais pas que j'allais aimer. D'ailleurs, je l'ai depuis un moment, et je retarde la lecture en me disant, ouais, bah, je pense pas que ça va me plaire. Et ça m'a plu, et c'est vachement bien. Lis Les flammes de la nuit. C'est pas de la romantaisie, hein. C'est de la fantaisie adulte, mais pas complexe du tout. C'est sympa. Et c'est tout pour la cérémonie des Lorars 2025. Surtout, n'hésite pas à partager avec moi tes Lorars personnels. Je veux savoir ton palmarès à toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter. Si jamais tu es resté jusqu'à la fin, tu peux me mettre un petit emoji trophée, puisque cérémonie. Je te souhaite encore une fois une merveilleuse année 2026. Et sur ce, des bisous.